L'OM seul contre tous. Et oui, toute la Ligue 1 et pratiquement toutes les personnes dans le football sont contre l'OM. On a l'impression que dès qu'il y a un sujet pour abattre l'OM, eh ben on y va tout de suite. C'est parti, let's go. Et on y va tout de suite sur quoi? Sur l'introduction. Et on commence par une chose positive, c'est qu'il n'y a pas que du négatif là-dedans. Positif, négatif. Il y a des personnes comme Ludovic Aubragnac qui porte ses coronesses et qui nous dit qu'il y a des choses louches, selon lui, dans l'arbitrage de l'OM. Si l'OM est défavorisé par l'arbitrage, on lui demande. Je trouve qu'il y a des choses louches, oui. Je pense qu'il y a quelque chose. Je dis que je vois des choses qui, moi, me surprennent. Voilà, donc c'était du côté de l'équipe, il me semble bien. Voilà, donc lui dit les choses. Au moins, il ne se cache pas, comme beaucoup dans les médias, qui sont un petit peu, alors, peut-être avec la pensée pro-parisienne, ou alors anti-OM, ou alors juste qui ne sont pas assez objectifs. Donc, on va voir un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis le début de saison, avec toutes les erreurs d'arbitrage polémiques qu'il y a eu depuis le début de saison. On y va, je vous mets un petit filtre. Pour la première erreur, ou polémique, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire, sur chaque faute que je vous montre, chaque erreur, vous me dites de votre côté s'il y a faute ou pas faute, si on est d'accord pour dire que l'OM a été lésé. Là, c'est la première journée contre Brest, à Brest, avec le penalty pour les Brestois, que Roulier arrêtera bien sûr, parce que c'est le GOAT dans les séances de tir au but et sur les tirs au but. On voit qu'il y a Ayork au point de penalty avec Cornelius au duel. Je vous mets ça en avance. Voilà, donc il tombe. Voilà, donc on a l'impression qu'ils se tiennent tous les deux. Et on va voir au ralenti de plus proche que... Voilà, donc là, hop, on va le voir. Là, hop, voilà, on a Ludovic Ayork qui a le bras autour de Cornelius. Vous voyez le bras à gauche, tout à gauche de l'écran. Il a le bras autour de Cornelius et on voit juste derrière que Cornelius lui tient le dessous des aisselles. Donc, ils se tiennent tous les deux. Donc, c'est un duel, voilà, un duel entre deux joueurs très costauds. Ayork va bien jouer le coup, il va se laisser tomber et il va emporter Cornelius dans sa chute. Un petit peu comme sur la faute de Balardi contre Lyon, on va le voir ça tout à l'heure quand on va analyser la chose. Donc je vous mets le ralenti qui continue, voilà, et ensuite ça tombe. Voilà, donc Cornelius va simuler peut-être une faute sur le visage et il y aura penalty derrière, arrêté quand même par Geronimo Rulli. Allez, on enchaîne sur les autres erreurs sur l'arbitrage avec la deuxième journée, cette fois c'est au Vélodrome contre Reims. C'était la fameuse faute que j'avais oublié d'en parler dans le live avec Anthony. Salut à toi Anthony. Si tu me regardes, c'est vraiment cette faute-là que tu voulais parler contre Reims où il y avait 2-2. Et Amin Harit rentre dans la surface. Il va avoir un centre de Quentin Merlin. Et regardez à la hauteur des jambes, surtout la jambe droite, Amin Harit qui va être fauché. Allez, je vous mets le ralenti. Hop, let's go le centre de Merlin. Je vous mets le ralenti, j'avance tout doucement et je vous arrête au bon moment. Il y a Jonathan Rowe au premier poteau qui laisse passer entre les jambes. Regardez Amin Harit qui arrive à gauche de l'écran. Vous voyez en haut. Il arrive à gauche de l'écran, il va contrôler le ballon. Et regardez bien qu'il contrôle le ballon, il touche le ballon. Et le Rémois qui est à gauche de lui, qui joue en bleu foncé ou noir, je ne sais pas quelle couleur, va le faucher juste après. Et il ne touche pas le ballon. Regardez bien que c'est Amin Harit qui va pousser le ballon. Regardez, hop, là c'est Amin Harit qui touche le ballon. Vous voyez, il va toucher le ballon, il le pousse. Et derrière, on a la jambe qui arrive. Hop, il le fauche. Pas de pénalty pour l'OM, malgré cette faute-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, on va passer sur le match de Lyon. Non, d'abord, il y a un autre match avant. Avant Lyon, il y a un autre match. C'est celui contre Nice. Et oui, le match contre Nice, parce que la 4e journée au Vélodrome, on continue cette fois pour la 4e journée. J'y étais, et j'étais juste devant, pratiquement, là, en haut de l'écran. Je devais être vers là. Voilà, donc j'étais juste devant cette faute-là. Et il n'y avait pas de faute finalement. Il y avait une faute pour l'OM, un dégagement pour l'OM. Et regardez le temps que met Cornelius à dégager. C'est pas si long que ça. Ça prend même pas 10 secondes. Et en 10 secondes, il va prendre un deuxième carton jaune et se faire exclure pour une faute imaginaire. Parce que ce carton-là, pour moi, est le pire. C'est la plus grosse hallucination que j'ai eue dans les polémiques qu'on peut citer. Regardez bien. Là, il prend pas énormément de temps. Il va dégager. Et là, il prend le carton. Aux 6 secondes exactement. Et je n'ai rien coupé. Parce que juste avant, c'est le ralenti de la faute d'avant. Donc, il a posé le ballon à ce moment-là. Ça a pris 6 secondes exactement pour que l'arbitre s'énerve et lui mette un deuxième carton jaune. Alors je veux bien qu'il y a peut-être un gain de temps dans les fautes d'avant, juste avant, mais au bout d'un moment, mettre un deuxième carton jaune pour ça, là je trouve qu'on peut râler du côté de l'arbitrage. Je pense que du côté de l'OM, on peut râler. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je râle. Je reviens maintenant sur l'autre écran et on va sur la faute de Lacazette plutôt que Balerdi. Ça c'est le deuxième carton jaune aussi pour Balerdi. En début de rencontre, c'était lors du match Lyon-OM au match aller, 5e journée si je ne me trompe pas, victoire de l'OM 3-2 avec le but de Roux à la fin. Mais ce carton jaune, est-ce qu'il a lieu d'être? Regardez bien, dites-moi ce que vous en pensez. Regardez bien
Lacazette qui tire le maillot. Vous voyez la main gauche de Lacazette qui tire le maillot. Là, on le voit bien. Il tire bien le maillot de Balerdi. Il va se tourner. Il va bien jouer le coup. Il va l'emporter dans son élan. Et il va le contourner. Et Balerdi lui prend le ventre, le bas du ventre avec sa main. On le voit. Mais derrière, en tombant, regardez, il va tomber. Il va l'emporter. Voilà. Il va pas. Il perd l'équilibre, Balerdi. Ce n'est pas une faute. Et la première faute vient de Lacazette. Et c'est à ce moment-là que Benassia a commencé à râler. L'arbitre, plutôt après l'arbitrage, il est passé à la commission de discipline et il a pris 3 matchs de suspension, si je me souviens bien, avec 3 matchs de sursis. Je parle de Benassia. Et après, on parlera de ces 3 mois fermes, bien sûr. Donc là, pour ma part, la faute est plutôt de Lacazette. Une autre faute. Parce que dans ces trucs-là, il y a une autre faute aussi, c'est celle sur le hors-jeu. Parce que sur le hors-jeu juste derrière, je ne sais pas si on le voit là, regardez bien, hop. Regardez, on voit qu'il y a un joueur qui est tout en haut et il est hors jeu. Il est hors jeu, ça donnera un penalty, je crois, pour les Lyonnais. Mais il y aura toujours Rouli qui arrêtera le penalty. C'était juste avant la mi-temps pour les Lyonnais qui menaient 1-0 à ce moment-là. Et il n'y aura pas de 2-0 puisqu'après, il y aura 3-2 à la fin. Voilà donc pour les fautes, on continue parce que le scénario continue, c'est pas terminé. Donc on est après le match de Lyon, on continue, c'est juste en dessous. On a le match contre Angers à la 7e journée au Vélodrome avec cette faute-là. Voilà, est-ce que ça mérite un carton jaune? Certes, c'est de l'anti-jeu. Voilà, il y a une petite main de Mopé sur le bras du gardien, mais on le voit bien qu'il simule derrière. Voilà, donc est-ce que ça mérite franchement un carton jaune? Et il prendra un deuxième carton jaune derrière qui est peut-être plus valable à mon goût, c'est-à-dire une faute où il est en retard sur le joueur, il va mettre une petite semelle, mais vraiment petite, hein, c'est pas une grosse semelle, et il prend un deuxième carton jaune. Donc c'est vraiment sévère de la part de l'arbitrage d'avoir mis un premier carton déjà, celui-là, et même le deuxième parce que c'est juste après. Un peu de pédagogie. C'est un petit peu comme je l'avais dit pour Cornelius. Cornelius, contre Auxerre, sur les derniers matchs, il a déjà un carton jaune, l'arbitre le sait. Pourquoi lui mettre déjà un deuxième carton jaune? Ça, c'est mon avis. On doit faire preuve de pédagogie quand on est un arbitre. Alors, je veux bien que, à l'encontre de l'OM, des dirigeants de l'OM, d'ailleurs, c'est tout le monde le dit, les arbitres le disent, on a beaucoup de choses à l'encontre des dirigeants de l'OM et pas des joueurs. Déjà, ça va pas. Ça va pas. Tu n'as pas le droit de le dire, ça. On continue. Parce que c'est pas terminé. La 7e journée, ensuite il y a quoi? Il y a la journée quoi? La 9e journée, ah bah vous en souvenez bien, c'est contre les Parisiens. Voilà, donc voilà l'écran en gros. Vous voyez la faute, donc on voit qu'il y a donc Amin Harit qui va mettre le pied sur le torse de Marquinhos. Voilà, donc je mets le ralenti, on va le voir. On va le voir. En fait, il le voit pas. Et il le dit très bien au 4e arbitre. Il dit, je le vois même pas arriver, il est derrière moi. En fait, il le voit pas arriver. Il y a un dégagement de Rouli. Le contrôle du pied gauche d'Amin Harit, il veut contrôler, il a le pied en direction du ballon pour contrôler le ballon. Il touche le ballon d'ailleurs, mais malheureusement, il y a Marquinhos qui arrive par derrière, il met sa poitrine. Donc c'est Marquinhos qui vient, qui s'engage sur son pied. C'est pas vraiment Harit qui va sur la poitrine. Quand j'avais pas analysé vraiment la faute au début, moi, pendant le match, j'avais dit, ah quand même, il y a le pied haut, il le met à la hauteur de la poitrine. Et finalement, en revoyant les ralentis, je m'aperçois que finalement, Amin Harit ne peut pas le voir arriver. Et c'est plutôt Marquinhos qui va s'engager sur son pied. Ouais, il va s'empaler sur son pied. Donc, pour moi, c'est quand même assez sévère de mettre un rouge direct. Parce que là, c'était un rouge direct, c'était même pas un jaune. À la limite, l'arbitre trouve que c'est peut-être dangereux, le geste, un petit peu la semelle vers le haut, comme ça, à la hauteur de la poitrine ici et là. Il met un jaune, voilà, ça pourrait passer. Mais un rouge direct, en début de rencontre, c'était compliqué. Voilà, donc encore pour moi une grosse erreur d'arbitrage. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à réagir à toutes les erreurs d'arbitrage. Donc l'explication pendant 8 minutes. Ensuite, on a le match à Lens. Alors je ne sais pas s'il n'y a pas un autre match avant. Je dois jauger sur les deux écrans, mais je crois que j'ai rien loupé. Si j'ai loupé, c'est pas bien grave. C'est pour vous montrer les multiples répétitions d'erreurs d'arbitrage. Petite parenthèse, Lens OM, 12e journée où Monsieur Vatelier a besoin de la VAR pour siffler ça sous ses yeux. Eh oui, on s'en souvient, la faute sur Bilal Nadir. Heureusement qu'il revient la faute, parce que sinon, on aurait râlé au complot carrément là, directement. Parce que là, il y a une grosse faute devant ses yeux. Regardez bien l'écran, vous voyez qu'il y a le chauve, là, c'est l'arbitre, Monsieur Vatelier, qui est juste devant Greenwood peut-être ou Hubert, je sais pas, j'arrive pas à reconnaître. Et là, on a Bilal Nadir, qui est juste devant la surface. Je vous mets le ralenti. Regardez bien Bilal Nadir, il va voir le ballon. On va le voir, hop, il va lui arriver, là, regardez. Il va être poussé dans le dos, et l'arbitre, il est juste à côté, il est en face, il n'y a personne qui le gêne. Comment il ne peut pas siffler directement la faute? Comment il peut laisser le jeu jouer comme ça? Il a attendu qu'il y ait le but, lensois, pour rater le jeu, pour regarder la VAR, pour que c'est dire, ah non, il y a faute finalement, il y a coup franc, on annule le but. Là, c'est aussi une erreur d'arbitrage. Il faut se dire que c'est une erreur d'arbitrage. C'est une erreur d'arbitrage. Si les Marseillais ne râlaient pas, peut-être que finalement, on l'aurait eu à l'envers, on aurait fait 2-2, au lieu de gagner là-bas 3-1. Ça, c'est une erreur d'arbitrage. On continue.
On continue, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça c'est... Alors ça c'est contre Lille. Un ballon en profondeur, il y a Rabiot qui part. Il y a un gros tacle, une semelle sur le talon de Rabiot. Heureusement qu'il n'est pas blessé. On le voit, il ralentit sa course. Et ça empêche d'avoir cette occasion de but pour l'OM. Et il n'est pas revenu à la faute. Il n'y a pas eu de carton pour Mendy qui a fait un gros tacle par derrière. Autre fait de jeu dans cette rencontre-là, bien sûr, vous en souvenez bien. Alors là, c'est en petit, j'ai pas d'autres ralentis, je suis désolé. C'est sur Pierre-Emile Højbjerg. Celle-là, elle était terrible. Celle-là, elle était terrible. Je suis désolé, mais là, ça mérite un penalty. Il n'y a rien de dire d'autre. Il arrive, il le charge de côté. Højbjerg le voit même pas arriver. Regardez, Højbjerg, il est là. Je sais pas si vous arrivez à voir. Alors, je vais vous mettre en gros, peut-être. Voilà. C'est peut-être mieux. Donc là, il y a Højbjerg qui arrive. Il regarde que le ballon. Le ballon arrive par sa gauche. Donc, il regarde que le ballon. Et Gudmundsson arrive par derrière. Regardez bien Gudmundsson qui arrive par derrière, boum. Regardez, il ne regarde même pas une fois, hein. Je parle de Højbjerg. Il va rentrer dans la surface, boum le tampon. Boum le tampon au visage, sans toucher le ballon, Gudmundsson. C'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. Et Højbjerg avait pris le ballon, donc ça mérite une faute. Et on est dans la surface, ou à la limite de la surface, ça mérite. Allez, si c'est pas un penalty, c'était un coup franc à l'entrée de la surface, mais il n'y a même pas eu de sifflet. Coup de sifflet, il n'y a pas eu de faute. Là aussi, c'est une grosse erreur d'arbitrage pour ma part. N'hésitez pas à réagir, hein, sur tous les vidéos que je vous montre. Autre chose, c'est quoi celle-là? Ah bah vous avez l'autre angle. Non, c'est le même angle. C'est le même angle. Autre chose, on a quoi? La main. Oh là là, celle-là, elle est terrible. La main de Murillo. Voilà, donc est-ce que ça mérite de siffler un penalty sur ça? Alors moi, je l'avais dit en direct. Ça, par contre, j'avais dit non, ça doit jamais siffler. En fait, le ballon, il change pas de trajectoire. Il va tout droit. Murillo l'effleure à peine et le ballon ne change pas de trajectoire. Il n'enlève pas une frappe. Il n'enlève pas un centre en direction d'un joueur rennais. Non, il n'enlève rien du tout. L'occasion était terminée. Il allait récupérer le ballon, je parle de Murillo, ou alors dégager derrière avec Rongier qui était à côté. Regardez bien, il change rien dans la physionomie de l'action. Il n'y a rien qui a été changé, la trajectoire. Ça donne un penalty. Derrière, il y a encore Rouli, je crois qu'il arrête, si je me trompe pas. C'est un monstre. À chaque fois qu'il y a une injustice, Rouli répare cette injustice. C'est notre goth. Et autre chose maintenant, pour le match contre Lille, ce qui s'est passé, bien sûr, Benassia. Voilà la suspension de Benassia, vous vous en souvenez de ces images avec Olivier Létang qui arrive, vous voyez en bas à gauche, qui râle auprès du quatrième arbitre, une fois, deux fois, trois fois, je sais pas combien de fois. De Zerbi va s'énerver, on voit De Zerbi qui va apparaître à droite de l'écran. Alors, De Zerbi qui va apparaître à droite de l'écran, j'avance un peu, voilà. Voilà, on le voit apparaître, il commence à regarder, ici à droite, vous voyez, il y a Benassia qui regarde la situation, et on a toujours Létang qui râle auprès du quatrième arbitre, et derrière ça commence à s'activer entre Olivier Létang et De Zerbi. Monsieur Benassia vient les séparer. Il vient les séparer, il a le bonnet, monsieur Benassia. Il va aller voir quatrième arbitre, monsieur Stina, le fameux monsieur Stina qu'on a eu contre Auxerre. Il va aller le voir, il va lui montrer du doigt la surface de réparation pour lui dire il y avait bien penalty sur Jonathan Rowe. Et je vais vous le montrer qu'il y avait bien penalty sur Jonathan Rowe. Il y avait une grosse faute. C'est une grosse faute dans la surface qui n'a pas été sifflée pour le match contre Lille. Donc regardez, ça continue. Il va lui dire, regardez bien sur la surface de réparation. Il montre et derrière, ça se termine comme ça. Oh, me menacez pas, j'ai peur. Eh, monsieur, Benassia m'a fait mal. Voilà. Et ça se termine comme ça. Il va prendre 3 mois pour ça. Benassia va prendre 3 mois ferme pour ça. Je continue, c'est pas terminé. Ensuite, on a quoi? Pour vous, y avait-il penalty sur Jonathan Rowe? C'était contre Strasbourg. Alors, vous en souvenez, contre Strasbourg, j'avance un peu. Voilà. Il est poussé dans le dos. Voilà. Donc, je vous montre la fin de l'action. Contre Strasbourg au Vélodrome. Regardez, il est en pleine course. Alors, quand tu es en pleine course, à peine on te pousse légèrement, tu perds ton équilibre. Vous avez déjà couru à fond et vous avez déjà perdu l'équilibre parce que vous étiez au duel avec quelqu'un, un coup d'épaule et vous tombez. C'est comme ça. Dès que vous êtes en pleine course, vous avez moins d'appui. C'est normal, vous n'êtes pas statique, vous êtes mobile. Quand tu es mobile, tu n'as pas tes appuis par terre. Tu n'es pas ancré au sol. Tu n'as pas tes racines. Et là, c'est pareil. Il est en pleine course. Il ne peut pas garder son équilibre. Donc, il tombe. Il se laisse peut-être tomber un petit peu. Mais vraiment très très peu. Hein. Moi, je vous dis, c'est infime. Parce que là, la petite poussette suffit à le faire tomber. Regardez bien. Il va avoir une main de Guéladoué, un très bon joueur, qui va mettre la main sur le côté. Voilà. Là, on voit bien qu'il appuie. Il appuie. Il a vraiment le plat de la main sur l'épaule, dans le dos. Et il va appuyer. Hop. Voilà. Il se laisse un peu tomber. On le voit qu'il se laisse tomber comme ça. Il y a une petite action de Jonathan Rowe. Mais il ne peut plus jouer le ballon. Puisqu'il est écarté du ballon qu'il avait contrôlé. En mettant la main comme ça, Guéladoué l'écarte du ballon. Donc là, il y a encore une faute, un penalty. D'ailleurs, Benoît Chéroux en direct, il avait dit pour moi il y a penalty. L'autre personne avec le micro à gauche, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il avait dit il y avait penalty. Donc tout le monde avait dit plus ou moins qu'il y avait penalty à siffler pour l'OM. Encore une erreur d'arbitrage. Je crois que du côté de cet écran, c'est tout. Mais j'en ai une autre, voilà, je vous la remontre vite fait. C'est la faute sur Jonathan Rowe en Coupe de France, sur laquelle Monsieur Benassia avait montré la surface. Regardez bien,
C'est une des pires aussi. Parce que regardez bien quand même le coup de pied qui se prend. Boum, là on le voit bien. Alors on le voit bien, je sais pas si on le voit mieux après. Dans un autre angle. Voilà, on le voit mieux de ce côté-là. Le contrôle de Jonathan Rowe, un peu long certes, mais regardez le coup de pied qu'il va prendre. Regardez bien. Pouah, dans la jambe. Il peut lui casser la cheville. Et il n'y a pas eu de faute. Il n'y a pas eu de faute pour ça. Et ça, c'était la faute qu'on a vue tout à l'heure sur Strasbourg. Voilà plus ou moins un résumé de toute cette saison. J'en oublie peut-être. J'oublie sur les dernières rencontres le but de Balerdi à Saint-Etienne qui est refusé, ou au Vélodrome plutôt refusé pour une semblant de faute de Højbjerg qui ne regarde que le ballon, qui ne bouge pas et l'Arsenal vient s'empaler sur lui. Il n'y a pas de faute. Voilà, Balerdi aurait dû marquer son but. Et il y a aussi le dernier match. Cornelius, le deuxième carton jaune, peut-être preuve de pédagogie. La faute y est, je pense que l'engagement est intense, ce qui peut lui faire mal, bien sûr. Certains disent, ouais, il aurait pu l'éviter, le côté marseillais. Non, soyez objectifs quand même. Le joueur Traoré, il va pas s'enlever directement et disparaître comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et par contre, pour le penalty sur Merlin, ça peut se juger au bon vouloir de l'arbitre. Je pense que c'est du 60-40 pour moi pour un penalty. Il y a un petit contact en bas de la jambe, côté droit, comme il a dit De Zerbi quand il a regardé. Il a dit pour moi il y a contact, il y a penalty. Je serai de l'avis un petit peu de Zerbi, même si vous allez dire je suis que Marseillais donc je suis pas objectif. Je reste objectif quand même. Quand je parle là, je suis objectif pour toutes les fautes que j'ai vues là. J'oublie certains faits. J'oublie aussi, par exemple, les sanctions sur les supporters, les sanctions pour ci, pour là. Mais ça, je parle juste de l'arbitrage. Que l'arbitrage. Sur cela, on voit qu'on est quand même sanctionné, pas à juste titre, je trouve. Voilà, donc le petit résumé de tout ça fait que finalement, au bout du compte, on a cette réaction-là. Non, regardez-moi, corruption. Donc il a pété un câble. Voilà, c'est vrai que les images qu'on a vues, voilà, donc je vous montre pas la vidéo qui dure 2 minutes. Les images qu'on a vues sont quand même assez à l'encontre de Monsieur Longoria. Mais derrière, il s'est défendu et il a un petit peu fait un mea culpa. Alors, pour quelle raison, déjà, il a eu cette réaction-là? C'est une accumulation. Toutes les fautes, les erreurs d'arbitrage, les polémiques sur l'arbitrage que je vous ai montré, et à chaque fois que l'OM envoyait un courrier ou demandait à discuter, un dialogue, ils n'ouvraient pas le dialogue. Du côté de la direction d'arbitrage, du côté des instances françaises, on ne répondait pas aux attentes de l'OM. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, ça monte, et il a explosé. N'oublions pas aussi que Longoria, il avait aussi le dossier de Textor, qu'il avait un petit peu charcuté, donc ça rajoute une charge. N'oublions pas que on a beaucoup d'attentes. Il y a eu un mercato d'été qui était très énorme en termes de transfert. Il y a beaucoup d'argent qui est balancé. Il faut aller absolument en Ligue des Champions. N'oublions pas qu'il a beaucoup de pression. N'oublions pas que ça fait la 4e, voire presque 5e année qu'il va débuter. Je crois que c'est bientôt son anniversaire des 4 ans, qui débute à l'OM, et c'est un club particulier, on le sait très bien. Voilà, n'oublions pas toutes ces choses-là, ça rajoute beaucoup de tension, et surtout, il est encore jeune. C'est encore un jeune président, il n'a que même pas 40 ans. Donc tout ça, il a explosé. Il a explosé, et moi, je serais pareil, je serais du même tempérament que lui. Je pense que j'aurais explosé bien avant. Donc tout ça, ça rajoute à quoi? Ça rajoute à la réaction de Ludovic Obraniak qui nous dit que le commentaire des conséquences, jamais des causes. Pourquoi? Voilà, le pourquoi du comment, tout ce que je viens de vous dire là, comme le choix de l'arbitre. Le choix de l'arbitre. Comment on peut imaginer mettre l'arbitre que je vous ai montré sur Benassia, qui s'est senti attaqué, alors qu'il n'y avait rien du tout. Monsieur Stina. Voilà. Thirier, pareil. On va en parler de Thirier aussi, parce qu'il fait partie du lot. Quelles sont les raisons qui mettent un président dans cet état? Quel est le génie qui nomme Monsieur Stina pour cette rencontre? C'est Monsieur Thirier, plus ou moins, vous allez voir. Voici des questions légitimes qui devraient se poser les paresseux du système. Le système corrompu, on peut le dire. Moi, je peux le dire. Moi, je vous le dis, de toute façon, le mot corrompu, il a un petit peu enlevé un petit peu de son discours maintenant, Longoria. Il s'est un petit peu défendu sur cela. Je vais vous montrer de quelle manière. Mais moi, pour ma part, le système entier est corrompu. C'est pas vraiment que l'arbitrage. En fait, l'arbitrage, il y a de l'incompétence, il y a un mauvais fonctionnement, il y a des choses à faire. Voilà, donc peut-être une petite réforme ou une grosse réforme de l'arbitrage. Mais tout ça est en lien avec ce que je vous ai dit depuis la vidéo que je vous ai faite sur l'arbitrage et la VAR. Regardez là, elle est très intéressante. Je vous mets le petit là. Je vous parle juste de l'hégémonie parisienne, l'hégémonie du Qatar, parce que qui domine le football français. On le sait très bien. On le sait très bien avec leurs affaires nombreuses. Voilà, que je vous ferai une petite vidéo bien précise pour eux, pour les taper bien comme il faut. Ils méritent, voilà, parce qu'à chaque fois, ils nous gonflent les couilles avec notre 30 ans d'ancienneté sur les affaires qu'on a payées, nous, de notre côté. Pour l'instant, ils n'ont pas payé. Quand ils vont payer, les petites puputes là, quand ils vont payer, je ne sais pas si la Ligue 2, ça suffira. Parce qu'à mon avis, ça sera plus sévère que la Ligue 2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, je ne sais même pas si le club, il va pas disparaître. Mais on ne va pas s'attarder sur les Parisiens. Parlons de Longoria.
Donc Longoria, il a craqué. Voilà pourquoi il a craqué, toute cette accumulation. Et aussi la goutte d'eau de Stina. Il a répondu quand même, derrière, il s'est défendu. Après que bon, on parle de Stina pour machin, du côté de la Ligue, ils se défendent. Voilà, d'après certains dirigeants de la Ligue, Jérémy Stina n'ayant eu aucun problème avec aucun joueur de l'OM, ni avec l'entraîneur de l'OM, lors de OM LOSC. Ne voyez aucun problème pour que Stina arbitre AJA OM. Le problème qu'il y a eu avec Benassia, on lui pose la question, c'est vrai, mais BOM, je crois que c'est BOM qui m'a dit ça. Ils ont estimé que Benassia étant suspendu, il n'y avait aucune chance qu'il le croise, alors ils n'y voyaient aucun problème. Oui, mais bon. La réponse de derrière de Longoria va te prouver le contraire. Voilà, comme il le dit Longoria, une chose qui m'a particulièrement touché, c'est la sanction qu'a subie Benassia. Et ça vient en lien à Monsieur Stina. Et avec mes collaborateurs, je suis à la vie, à la mort. En début de semaine, alors que ça fait 2 ans que je suis dans les instances, on a de nouveau envoyé un courrier, mais aucune réponse. C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a aucune réponse. On ne veut pas ouvrir le dialogue. Au bout d'un moment, si tu te sens lésé, moi je me sens lésé au travail. Si j'envoie des mails et qu'on ne me répond pas, je vais m'énerver. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à mon travail. Je me suis énervé, j'ai pris un rendez-vous. Au bout d'un moment, je suis même allé au bureau sans rendez-vous. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Au bout d'un moment, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Trop de choses anormales ont été considérées comme normales. Trop de choses mauvaises sont considérées comme bonnes. On peut le résumer à ça. Et il y a une désignation, la désignation de Monsieur Stina comme arbitre. C'est dingue ça. C'est dingue, je ne sais pas comment ils ont fait à réfléchir à ça. C'est fait exprès, c'est la provocation, c'est pas possible. Ce n'est pas moi de décider qui arbitre les matchs. Et à rajouter à ça, l'opérateur de la VAR aussi, hein, c'est l'arbitrage, c'est pareil. Hein. Tellement embriqué, corrompu, on peut le dire. Ça serait aller contre ce que je défends, mais il y a un peu d'intelligence émotionnelle. Il faut un peu d'intelligence. Quel que soit le scénario du match, sa désignation allait poser problème. Avec l'adrénaline du moment, ce qui m'a fait monter, c'est toutes ces choses qui montrent un manque de transparence et de clarté. Il y a trop d'opacité dans l'arbitrage. Je vais dire dans le football français au général, dans le football européen aussi, parce qu'il est un peu gangréné aussi de toute cette manne financière apportée par le Qatar, par d'autres clubs encore importants, des clubs États, voilà, City ici et là. Donc ça, c'est tous des clubs qui ont été créés depuis une dizaine d'années et qui, avant cela, ne gagnaient rien. Maintenant, ils sont à gagner toute leur ligue à chaque fois. Voilà, donc certains n'ont pas compris encore ça. Voilà, ils vont comparer au Bayern, à Liverpool et au Real, mais ça, c'est des clubs historiques. Hein. Ils ont une histoire avant. C'est comme l'OM, une histoire. Le PSG, avant ça, qu'est-ce qu'ils avaient comme histoire? Voilà, à part quelques petits parcours en Coupe d'Europe. Voilà, ils ont gagné la Coupe des Coupes, mais la Coupe des Coupes, elle n'existe même plus, pour vous dire, c'est même pas une Coupe d'Europe. Je continue. Pablo Longoria, tout le monde m'a bien expliqué, voilà, donc sa défense sur le mot corruption. Voilà, c'est sa défense à lui. Moi, je suis pas d'accord pour l'enlever. Pour l'enlever, ce mot-là, je suis pas d'accord. Moi, je le laisserai, mais tu es président, tu peux pas non plus te mettre à dos tout le monde. Là, il pense d'abord, je pense, moi j'ai un avis sur ça, c'est le côté financier. Il n'a pas envie de se mettre à l'envers pour pas terminer cette saison mal. Voilà, il veut terminer cette saison au moins à la 2e ou 3e place, parce que là, on voit qu'il y a les Lillois, les Niçois qui sont pas très loin, Monaco, attention aussi, c'est pas terminé. Donc, il veut peut-être pas qu'il y ait une grosse crise. Voilà, il a peut-être pété son câble, ça va peut-être créer une petite crise, je pense, dans le club en interne, parce que finalement, même les joueurs sont touchés. On a vu qu'il y avait les réponses des joueurs, et je vais en parler des joueurs un petit peu. Donc, même le coach est touché. Donc, tout le monde m'a bien expliqué, je continue, la signification du mot corruption en français, parce qu'en espagnol, ça a un sens plus large. Attention, ça ne justifie rien, mais je n'ai jamais de la vie pensé à quelque chose comme des échanges d'argent ou des transactions financières. Jamais je ne permettrai ça. Voilà, bon, s'il le permet pas, moi je le permets. C'est pas directement de l'argent maintenant, mais c'est deux autres avantages peut-être qu'on ne sait pas. Par exemple, le conflit d'intérêt sur les droits TV. Et s'il a plein de choses qu'on peut mettre en avant. Mais on va pas parler de ça puisqu'on parle que de l'arbitrage. Et ce qui nous concerne, c'est l'arbitrage et ce que va avoir comme sanction, pardon. Parce que Monsieur Longoria qui risque une suspension allant de 3 matchs à 6 mois de suspension. On parlait jusqu'à 12 matchs, bah ça correspond aux 6 mois à peu près. Donc jusqu'à la fin de saison. Probablement, il aura peut-être une sanction. Je pense que ça va aller dans les mois. Hein. Je ne pense pas que ça sera un match ou 2 ou 3. À mon avis, jusqu'à la fin de saison, il va prendre une sanction. Sa suspension pourrait démarrer dès ce mercredi. Voilà, donc pour Longoria, qui ne sera pas le seul, parce que Longoria va être sanctionné, mais il y a aussi une autre personne. Avant cela, en cas de suspension, donc tout ce que ne fera pas maintenant Longoria, s'il est suspendu, outre la possibilité d'accéder au terrain, comme Benassia, il ne peut pas aller sur le terrain, il ne peut pas aller dans les vestiaires. S'il y va dans les vestiaires, il doit être accompagné d'un délégué de la Ligue. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. S'il doit se déplacer dans un couloir, il doit avoir un délégué au basque. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour Benassia, il ne peut pas se déplacer libre dans les couloirs. Il ne peut pas se déplacer libre dans les couloirs pour aller au vestiaire. Il ne peut pas aller sur le terrain. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ça sera pareil pour Pablo Longoria.
qui ne pourra plus siéger au conseil d'administration de l'AFP dont il est membre, une sanction qui tomberait au mauvais moment, la Ligue étant en conflit avec son diffuseur DAZN. Et oui, pour les droits TV, ça va être compliqué de négocier et de parler, de donner son avis pour défendre les droits olympiens. Donc, il n'y a pas que lui, comme je l'ai dit, il y a Fabrizio. Et oui, Fabrizio, qu'est-ce qu'il a dit après la rencontre? Il a dit que c'était scandaleux. Et lui aussi convoqué par la commission de discipline de la LFP. Il lui est reproché d'avoir dit de vive voix à l'arbitre Jérémy Stina que son arbitrage avait été scandaleux. D'autre part, ses interviews où il a vivement critiqué l'arbitrage selon RMC. Mais, je vais vous dire, on va aller voir toutes les réactions de toutes les personnes du football. Je vais dire, toutes les personnes qui ont fait ça avant, ils n'ont pas été autant sévères avec eux. On va en parler après. Donc j'enchaîne et il y a aussi un sujet des joueurs. Alors à prendre avec de grosses pincettes, je rejoins un petit peu l'avis. Voilà, donc il a mis attention. C'est pas une information, il a mis attention droit au but. En plus de Cornelius, Rouli et Rabiot pourraient être suspendus plusieurs matchs si la commission de discipline confirme sa volonté d'en découdre également avec les joueurs de l'OM. Si on en découd avec la direction, peut-être que les joueurs qui ont dit des dingueries, pas vraiment dingue. Il a pas dit corrompu, mais il a dit l'arbitre du football n'a jamais joué au football. L'arbitre, Monsieur Stina n'a jamais joué au football. Je comprends pas toutes ces incohérences. C'était Rouli. Et Rabiot a parlé aussi d'arbitrage. Voilà, tous les deux ont parlé d'arbitrage. Et Cornelius a bien pris le rouge, donc il sera pas là. Et de toute façon, il était suspendu pour le match contre Nantes. Donc à prendre avec de grosses pincettes, on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais si on est vraiment à penser au plus sombre possible. Peut-être que les joueurs seront suspendus. Et une autre personne qu'on n'a pas entendue, mais on a son retour, c'est Monsieur Macourt qui soutient Pablo Longoria après ses propos sur l'arbitrage. Le propriétaire de l'OM a apprécié la forme de mea culpa. C'est une mea culpa. Moi, je vais dire c'est plutôt une explication ou comment dire, clarification. Moi, je parlerai de clarification. Il a clarifié son point de vue. Il a toujours dit qu'il était énervé envers l'arbitrage, voilà, qu'il trouve qu'il y a des incohérences et qu'il trouve que on se sent lésé du côté de l'OM. Voilà, il n'a pas changé son discours sur ça. Par contre, il a enlevé le mot corrompu pour dire, voilà, donc je m'excuse juste pour le mot corrompu. J'avais mal compris ce que ça voulait dire, mot corrompu. Donc, juste ça. C'est pas vraiment une des excuses. C'est juste qu'il a clarifié. Il a clarifié la chose. Il a expliqué plus implicitement. Je trouve, hein, personnellement. C'est pas vraiment des excuses pour ma part. Mais ils le prennent comme des excuses, donc tant mieux pour eux. Sur le fond et donc sur le sentiment d'injustice, le discours de Longoria est même partagé à tous les étages du club. Je suis d'accord, on le partage et on le défend. Allez, un ancien cadre de l'arbitre. Là, on regarde maintenant les réactions. Un ancien cadre de l'arbitre français, de l'arbitrage français, et il nous dit une bonne chose là, sur cet arbitre, ça va, il avait l'air d'être pas mal. Je veux bien comprendre qu'on estime que Pablo Longoria n'avait pas à dire ça, mais je trouve qu'on est beaucoup moins véhément avec les autres présidents de Ligue 1, qui toutes les semaines critiquent et fracassent les arbitres de Ligue 1. C'est vrai ça, comment ça se fait qu'on entend que lui? Depuis hier soir, je regarde un florilège des réactions, plusieurs d'entre eux sont les premiers à taper sur les arbitres tout au long de la saison. Et on va aller voir quelques personnes qui ont réagi. Alors je vous montre pas toutes les personnes. Je vais pas vous montrer la réaction de Samir Nasri. Je vais pas vous montrer plein d'autres réactions que j'ai vues, comme Jean-Pierre River, d'autres réactions. On va pas s'attarder non plus 150 ans parce que j'en ai mis pas mal déjà. On a la réaction de Fred Antonetti. Vous vous en souvenez? Avec la voix. Comme ça, il était toujours comme ça. Et ben Fred Antonetti détruit Pablo Longoria. J'ai peu d'estime pour lui en tant que dirigeant, franchement. Si Longoria s'en va du football français, moi je vais ne pas pleurer. Je pense que Marseille mérite mieux. Donc, il dit ça, voilà. Après, bon, il défend plus ou moins l'arbitrage. Mais qu'est-ce qu'il disait à l'époque quand il était coach? Il disait ceci. Ça fait 30 ans que je joue à un jeu truqué. Ah là, il parlait de trucage. Trucage, corruption. On peut s'en rapprocher quand même. Quand on vient à Lyon, il y a une pression terrible sur tout le monde. C'est l'endroit où je me suis le plus fait voler en 30 ans. Antonetti, furieux contre l'arbitrage. Autre chose, l'arbitre a le sifflet plus facile pour Paris que pour Metz. Fred Antonetti, passablement agacé après FCM et PSG. Donc là, il y a eu la période Lyon, quand Lyon avait l'hégémonie lyonnaise avec Aulas aux instances, qui avait un pouvoir immense. Et là maintenant que c'est l'hégémonie parisienne, pareil, il disait la même chose. Est-ce qu'il est dans le juste? Est-ce qu'il n'est pas dans le juste? On enchaîne derrière avec une autre personne. Allez, on enchaîne avec Camboiré qu'on va affronter parce que c'est le coach de Nantes. Il y aura OM Nantes dans pas longtemps. D'ailleurs, je prépare un bon avant-match. Hein. J'ai trouvé une personne pour faire un bon avant-match avec un adversaire. C'est pas Camboiré. Antoine Camboiré, entraîneur de Nantes et prochain adversaire de l'OM. C'est inadmissible ce que subissent les arbitres. Alors lui, c'est le pompon, vous allez voir après. Les accusations de corruption, il faut des preuves. Si le monsieur dit ça, j'espère qu'il a des preuves parce que c'est grave. Ok, c'est grave. Mais qu'est-ce que tu avais dit sur les arbitres? La commission de discipline va convoquer Antoine Camboiré Nantes après ses propos contre l'arbitrage, après avoir accusé de malhonnêteté. On s'en rapproche, c'est quand même pas de la corruption. Hein. Malhonnête, quand tu corromps, t'es malhonnête.
Donc, je sais pas, monsieur Camboiré, ce qu'il a dit. Les arbitres de Nice-Nantes. L'entraîneur de Nantes, Antoine Camboiré, va être convoqué sans doute la semaine prochaine devant les instances disciplinaires. Il n'avait pas dit que ça. Il avait dit aussi, faut qu'ils dégonflent un peu leur boulard en parlant des arbitres. Il avait dit plein d'autres choses. Je peux pas tout vous montrer, mais il y en a plein. Il y en a plein. Là, j'ai 50 pages ouvertes, donc on va pas s'attarder sur Camboiré. C'est une personne que j'exècre au plus haut point. Déjà parce qu'il a joué chez les Parisiens et parce que la personne, je ne l'aime pas du tout. Voilà. Allez, on enchaîne avec une autre personne qui n'est pas non plus appréciable. Voilà, il aime bien s'agrandir le zboub en privé, mais en tout cas, Valdemar Kita, face à Pablo Longoria, il parle dans son dos et il nous dit... Il donne l'image que nos arbitres sont achetés, c'est grave. Mais de quel droit parle-t-il comme ça? Il n'est qu'un président délégué salarié et pas un président actionnaire. Oui, parce qu'il n'a pas d'argent. Et alors, parce qu'il n'est pas friqué, enfin, il a de l'argent, bien sûr, il a un gros salaire ici et là, il est plein de thunes. Mais c'est pas parce qu'il n'est pas actionnaire, majoritaire, minorité, tout ce que tu veux pas, c'est parce qu'il est propriétaire qu'il n'a pas son mot à dire. Même les supporters, ils ont leur mot à dire. Voilà, donc là, ça fait le mec, il rabaisse les personnes, vous voyez ce que je veux dire? Je suis très inquiet pour notre match au Vélodrome. Oh, la petite pleureuse, qu'est-ce qu'il avait dit sur l'arbitrage? Valdemar Kita, on a quand même perdu 25 points. Ah ouais, carrément. Ils en ont même pas 25 à Nantes, alors qu'est-ce que tu vas avoir 25 points de plus, enfoiré? À cause de l'arbitrage, c'était en 2018, hein, je rigole. Le président nantais évoque ses ambitions et ses relations avec Claudio Ranieri, qui a tout compris, il est parti, et il a été champion avec... le club anglais, je m'en rappelle plus. Dites-moi, je m'en rappelle plus. Leicester. Allez, on enchaîne avec Dugarry. Alors, Dugarry, c'est mon chouchou en ce moment. Christophe Dugarry dégomme Longoria à son tour. Ça fait 6 mois que Longoria est sur les nerfs. Il est président de l'OM. Il nous montre qu'il est en train de péter un câble et que le costume est trop grand pour lui. Alors, qu'est-ce que ferait Dugarry? Qu'est-ce que ferait Dugarry en tant que dirigeant? Je ne sais pas, mais en tout cas, il ouvre un petit peu trop sa bouche, voilà. Donc, comme quand il était joueur, il ouvrait trop sa bouche. Il disait qu'il était meilleur que Zidane, il disait que ci, il disait que là. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a fait dans le football, voilà? À part manquer son occasion en finale, espèce d'enfoiré de Christophe. Voilà, tu es venu à l'OM, t'as reçu ton salaire. Mais on sent vraiment que t'as du venin à balancer sur l'OM. Donc Christophe, si tu veux parler, tu viens, je t'invite, viens parler sur un live et je te redresse un petit peu ton comportement. Allez, on continue avec un autre. Alors lui, c'est le pompon aussi, c'est Benoît Trélouinas, au micro de l'équipe de Greg. C'est l'émission de merde sur l'équipe, je regarde jamais, mais j'ai relayé un petit peu tout ce qu'il y avait. C'est plutôt fort pour Pablo Longoria de parler de corruption. On connaît très bien le passif de l'OM, les années 90. Mais, oh, ça y est, on a payé, hein. Oh, faut se réveiller, Trémoulinas. T'étais même pas né, t'étais même pas dans les couilles de ton père. Qu'est-ce que tu parles de ça? Voilà, moi je l'ai vécu. Je sais ce qui s'est passé. Je sais qu'à l'époque, on a même été champion de Ligue 2, de Division 2, parce que ça s'appelait Division 2, je sais pas si tu le savais. Et on a été champion, on nous a dit non, non, vous restez en Division 2, parce que là, tant que Tapi, il avoue pas que c'est lui le fautif, eh ben, il restera en Division 2. Voilà, donc ça, il faut le connaître aussi. Tu connais pas l'histoire de ton club, parce que Claude Bèze, à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait? Il porte bien son nom. Eh ben, il payait des prostituées. Pour qui? Pour les arbitres. Eh oui, mon petit Benoît. Tu savais pas ça? Tu connais ton club? Je crois que t'es pour Bordeaux, il me semble. Je pense que la plupart d'un président de... je pense que de la part du président de l'Olympique de Marseille, on doit connaître par cœur l'histoire de ton club. Bah toi aussi, de ton club, tu dois le connaître. J'enchaîne avec un autre. Alors ça, c'est l'équipe. Je vous montre pas. C'est une vidéo qui dure 1 minute 22. C'est un sketch. Alors c'est pas marrant du tout. Voilà, ils ont fait une blague par rapport à l'accent de Pablo Longoria. C'est même limite raciste, je vais dire. Hein. Je pense que on peut porter plainte pour ça. Hein. L'OM, je serai derrière vous hein, si vous voulez y aller, n'hésitez pas. Voilà, ils se moquent un petit peu des prononciations des mots de Pablo Longoria, du comportement de Longoria, et ils ont même fait un Longoria version Wish. Voilà, regardez avec la coupe de merde. Donc franchement, c'est pas du tout rigolo. Je vous le conseille pas. Voilà, j'ai regardé et franchement, j'ai le même message que BOM. Sérieusement, allez bien vous faire en... Voilà, vous avez compris la suite. Et j'enchaîne avec une autre personne cette fois. Vous voyez que là, je vous montre dans le foot, dans le monde du foot, et tout doucement, je vais dans le monde des médias. En fait, tout était gangréné avec cette mentalité pro-parisienne ou plus ou moins anti-OM. Oui, parce que c'est soit pro-Paris, soit anti-OM. Parce que même s'ils sont pas pour Paris, ils aiment pas l'OM. Alors, je sais pas ce qu'on a fait. Est-ce qu'on vous a voulu 24 heures? Est-ce que parce qu'on était trop fort ou parce qu'il y a trop de monde qui sont pour l'OM? Je parle de tout ce qui est supporter, tout ce qui est le prolo, le monde du prolo, pardon, le populaire, pardon. Je cherchais un mot. Voilà, donc là, on a Stéphane Brun, pardon. Avec Vincent Laburne, justement, sur le quai de la gare à Avignon, je tente une approche. Stéphane Brun, Monsieur Labrune, mais je déteste l'OM. Putain, il n'y a rien qui peut nous unir. Tu aimes l'OM et Nadal, et je suis PSG et Federer. Bon, je kiffe bien Manu, mais c'est quand même bien en dessous de Kirk. Voilà, Melvute, tu me fais bander, Fra. Donc c'est Stéphane Brun, hein, c'est le journaliste, le consultant, alors c'est un ancien basketteur qui est sur RMC. Donc il donne son avis. Vous allez voir, juste en dessous, je vais vous lire. Tu me fais bander en parlant de Melvute.
Comme tu rentres, tu mets tout le monde d'accord. Se faire enculer l'OM. Ah, sympa quand même. Et derrière, surtout taper l'OM dimanche. Bon, il y a plein de messages à l'encontre de l'OM. On voit qu'il est anti-OM. Et il nous a dit ceci. Cela m'a choqué. On aurait dit un mauvais sketch. Il y a une psychose quotidienne à l'OM. Il se trompe de combat. On passe pour la honte du football européen. Alors moi, je vais lui dire, je vais lui répondre. Même si tu veux, je t'invite. Hein, viens, Stéphane. Viens. Je vais te répondre. C'est vrai que le combat, c'est pas celui-là. C'est peut-être pas l'arbitrage. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus haut. Tu sais quoi? Il faut s'attaquer à ton club de merde. Au Qatar. Voilà, faut t'attaquer à ça. N'oublions pas ce qui s'est passé il y a une semaine. On a vu un infime truc sur complément d'enquête. C'est vraiment un infime truc. On voit plus ou moins, au travers de ce qui se passe dans cette petite réunion là, à huis clos là, de 4 minutes 23 exactement, le complément d'enquête, on voit ce qui se passe dans le football. C'est-à-dire la domination par le pouvoir, l'hégémonie parisienne et financière du Qatar. On le voit. Dans cette réunion là, on le voit. Voilà, personne ose moufter. Et on a même Vincent Laburne qui lui lustre le chibrax pour lui dire « Oh merci, merci Bein, merci le Qatar, merci le PSG ». Presque il a dit, hein, il n'a pas dit merci le PSG, il a dit merci Nasser Al-Khelaifi, merci à Bein de sauver le football français. Ils sauvent quoi? Ils sauvent quoi? On s'en portait très bien avant qu'ils arrivent dans le football. Et c'était peut-être même encore mieux. À l'époque, les clubs français, ils arrivaient souvent en demi ou en quart ou même en finale de Coupe d'Europe sans que le Qatar existe. Voilà. Donc prends ça pour toi aussi mon petit Stéphane. Donc si tu veux parler, n'hésite pas à venir sur la chaîne, il n'y a pas de souci. J'invite tout le monde, moi, tous les anti, machin et machin. Alors, partons maintenant sur l'arbitrage. On revient sur l'arbitrage. Frédéric Thirier, celui du milieu, nouveau président du Conseil national de l'éthique. Ah ouais, de l'éthique. Alors l'éthique, c'est quoi l'éthique? L'éthique, qu'est-ce que ça veut dire l'éthique? Alors la définition, ça veut dire l'éthique ou philosophie morale est une discipline philosophique portant sur les jugements moraux. Donc c'est sur la morale en fait. Il doit avoir un jugement moral sur les personnes. Donc apparemment, il est au-dessus des personnes moralement parlant. Je parle de monsieur Thirier, le moustachu. Déjà, qu'est-ce qu'il fout avec le président du PSG dans ses bras? Voilà, je sais pas. C'était à l'époque où il était président de la Ligue. Déjà, c'est incompréhensible. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, vous en souvenez de ça? Ah oui, c'était un match de coupe, je crois, hein, il me semble. Thirier à Al-Khelaifi à son oreille. Je suis vraiment désolé pour ce mauvais arbitrage. Et c'est pas dû inventer, ça. C'est pas dû inventer, ça a été prouvé. C'est un petit peu comme toutes les preuves pour les fraudes parisiennes sur les transferts de Neymar, sur le budget gonflé de je sais pas combien de milliards, de millions, je sais pas, mais il y a tellement de pognon. Mesdames et messieurs, je vous présente le président du Conseil national d'éthique saisi par le syndicat des arbitres pour gérer le cas Longoria. Donc c'est cette personne-là qui gère plus ou moins le dossier Longoria. Cette personne-là qui est au basque déjà de Nasser Al-Khelaifi et qui était au basque d'un ancien personnage avant, alors je vous montre qui, de Monsieur Aulas, et oui, parce que c'est un ancien avocat de Jean-Michel Aulas, dans sa société Cégide, Aulas, vice-président de la FFF à l'époque, qui a la main sur la direction technique de l'arbitrage, qui désigne les arbitres en Ligue 1, système mafieux. Donc tout ça, voilà, c'est un système mafieux. Voilà, on peut le dire, un mafieux, corruption. Ben, dans la mafia, il y a beaucoup de corruption. On continue les images qui font plaisir. L'avait dit à l'époque. Nasser Al-Khelaifi qui le regarde pour pas qu'il réagisse parce que sinon ça va mal aller pour lui. Donc le message que vous avez vu tout à l'heure, la petite embrassade, bon presque il se messe la langue. Et voilà la photo que vous avez vue. Pour Thirier, donc un personnage qui traîne toujours dans l'ombre, un petit peu comme Laburne, mais lui on le connaît, on sait ce qu'il est maintenant. Donc voilà un petit peu ce qui concerne les instances. Maintenant revenons sur l'arbitrage. Donc dans tous les cas, l'OM va se faire arbitrer par des personnes ayant porté plainte. Et oui, parce que les arbitres portent plainte contre Pablo Longoria et l'OM, contre le club. Comment juger d'une future impartialité dans ce cas? Et oui, parce que s'ils sont arbitrés par des arbitres qui portent plainte contre le club, au bout d'un moment, ils vont être énervés envers l'OM. Ils vont sûrement siffler des fautes qui n'existent pas, ou siffler pas de fautes justement pour l'OM. Ce sera une histoire sans fin tant que les parties impliquées ne se remettront pas en question, et ça va bien plus loin que ce conflit avec l'OM depuis plusieurs semaines, plusieurs années, plusieurs mois, plusieurs années je dirais. Et oui, ça remonte à très loin. On s'en souvient, l'année Bielsa, avale ton venin. Et ben, au bout d'un moment, le venin. Longoria, il n'a pas pu l'avaler. Il est ressorti direct le venin par la bouche et il a balancé du venin. Le mot corruption est sorti. Alors, il le pense, je pense. Je pense qu'il le pense au fond de lui-même. Voilà, mais il n'a pas osé continuer dans ce chemin-là. Peut-être dirigé par Franck McCourt, peut-être dirigé par Benassia ou d'autres conseillers qui lui ont dit, écoute, change un petit peu ton discours, essaie de changer un petit peu ta parole, et puis après on attaquera en soum-soum peut-être. Je l'espère en tout cas. Moi, c'est une des solutions que j'espère. Je vais vous donner mes solutions, parce qu'il y a des solutions peut-être probables, peut-être possibles, même si j'ai pas la vérité, mais je vous donne quelques solutions que j'imagine moi. J'enchaîne. Depuis plusieurs semaines, les arbitres refusent l'invitation traditionnelle du club pour venir manger au Vélodrome. Oh, ils veulent pas manger les petits fours. Et pourquoi ils veulent pas manger les petits fours?
Et c'est peut-être parce que l'OM n'est plus content d'eux. Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que la guerre des arbitres à l'OM a été déclarée après Lyon-OM. Non pas suite aux déclarations, mais car l'OM a refusé de prendre en charge les notes de frais. Et oui, c'est pour ça qu'ils viennent plus manger d'hôtels, des arbitres, comme font les autres clubs de Ligue 1. Depuis, ils refusent tout dialogue ou accueil au Vélodrome. C'est pour ça qu'ils veulent plus venir. Parce qu'on paye plus tout. Voilà, on leur donne plus les bakchiches, comme on dit. Et oui, parce que si tu leur donnes pas de l'argent, et oui, parce qu'en fait, les arbitres, voilà, faut se dire, c'est comme un système de mafia aussi. C'est pas corruption totale, mais ils ont un gros salaire. Voilà, donc j'ai entendu parler des 15 000 € par mois, et ils veulent le garder. Donc forcément, ils vont pas se discréditer entre eux. Donc quand ils font des erreurs, et souvent contre l'OM, ils vont pas se discréditer. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit qu'ils se déjugent pas souvent. Voilà, même quand ils ont tort, par exemple, l'erreur sur Balerdi, je crois que même il avait avoué, je crois qu'il s'était trompé. Je sais pas si je me trompe de faute, soit celui-là, soit sur une autre. Il avait pas déjugé son jugement, la faute. Donc il avait gardé son carton rouge. Je crois que c'était peut-être le carton rouge sur Cornelius. Le carton rouge imaginaire. Deuxième carton jaune. Voilà plus ou moins un petit peu ce qu'on peut dire sur l'arbitrage. Et il y a des solutions, comme je l'ai dit. On va enchaîner d'abord sur un autre sujet, pardon, c'était Diallo. Et oui, parce que Diallo, il avait sous-entendu que les... Alors, il n'avait pas dit directement, c'est des supporters marseillais. Je ne crois pas qu'il avait dit ça. Il avait sous-entendu que c'était comme une intimidation. Avant le match Auxerre-OM, il y a eu les pneus crevés, pas les creux, les pneus crevés de Jérémy Stina et donc il avait plus ou moins sous-entendu que ça venait peut-être des supporters marseillais, parce que c'est qui a l'encontre de Monsieur Stina, c'est pas les Auxerrois, c'est plutôt l'OM. Donc il avait sous-entendu ça. Derrière, l'équipe nous précise qu'à ce stade, il n'y a aucun lien entre les pneus crevés de Jérémy Stina et son métier d'arbitre. Donc ça n'a aucun lien avec l'Olympique de Marseille et les supporters. Voilà, comme ça. Next, Monsieur Diallo, il faudra faire des excuses. Allez, on enchaîne avec les solutions. Les solutions, peut-être, ça viendra du dialogue. Donc là, le premier, peut-être le plus calme, voilà, s'apaiser, ça sera le dialogue. Et d'ailleurs, sur RMC Sport, Monsieur Gauthier, qui est le président de c'est le directeur de la direction d'arbitrage, je crois, le président, il me semble, hein, je crois que c'est le représentant principal. Il est probable il devait passer sur RMC, mais il n'est pas passé finalement. Il est probable que l'OM cherche à renouer le dialogue avec le syndicat des arbitres dans les prochains jours. Plusieurs sources indiquent aussi qu'Anthony Gauthier serait prêt à rencontrer les dirigeants maintenant que Longoria a formulé des excuses. Ouais, le mea culpa qu'il a fait avec le mot corruption, je ne savais pas ce que ça voulait dire exactement, je me suis trompé peut-être. La définition n'était pas la même en Espagne. Donc il s'est un peu, pas excusé, mais presque. Voilà, ça fait un mea culpa, mais en gardant toujours les accusations de on se sent lésé, hein, il l'a dit. Hein. Voilà, moi j'estime que l'arbitrage pour l'instant, ben, on se sent défavorisé. C'est exactement le mot qu'il a sorti. Donc du côté de la première solution, ça serait un apaisement total des deux côtés. Je trouve que ça serait la meilleure chose à faire. Et je vais vous dire, je rajouterai un petit point. Moi, ce que je ferais du côté de l'OM, si j'étais dirigeant, je ferais un apaisement total pour finir la saison comme il faut. Voilà, pour finir la saison au moins deuxième ou troisième à la limite, si franchement on a une petite crise qui arrive là. Et derrière en soum-soum, si j'ai des trucs, des dossiers, et si là à remonter dans le futur, je prépare tout ça, que ce soit sur l'arbitrage ou plutôt sur toutes les instances, et pourquoi pas sur le QSG. Je préparais ça tout en soum-soum, et je le ressortirai un jour, je sais pas quand, peut-être d'ici à l'année prochaine, ou je sais pas quand il y aura quelqu'un d'autre qui portera ses couilles, parce que là, Longoria tout seul, ça va être compliqué. L'OM tout seul contre tout le monde, voilà, comme le titre, ça va être compliqué. À moins, il y a d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Là, c'est la solution calme, solution apaisée, le dialogue. Le dialogue et en soum-soum, on travaille. Un petit peu comme je l'imagine. Comme je vous l'avais dit, Longoria, même s'il ne parle pas aux réunions qu'on a vues du complément d'enquête, et même si Textor le prend comme un toutou de Nasser, c'est peut-être parce que dans sa tête à Longoria, j'ai l'impression qu'il est en mode soum-soum, en mode fouine. Voilà, j'ai l'impression qu'il est en mode fouine. C'est mon avis. Parce que n'oubliez pas, avant, il réagissait plus, et du moment où il a délégué, on le voit beaucoup moins réagir. Et là, il a réagi parce qu'il a pété un câble. Maintenant, on enchaîne avec la deuxième solution, deuxième choix, deuxième chemin à prendre. Pourquoi pas un arbitrage différent? Voilà. Si on n'arrive pas à s'arranger avec le syndicat des arbitres et avec les arbitres français, pourquoi pas demander des arbitres étrangers? Comme en Turquie. Pour la première fois de l'histoire en Turquie, un arbitre étranger a arbitré un match ce soir entre Galatasaray et Fenerbahçe. Un gros match en plus, 0-0. Une réussite pour ce match sous haute tension. Slago Vincic a reçu les louanges de José Mourinho, coach du Fenerbahçe, d'habitude très critique envers les arbitres turcs. J'ai dit à l'arbitre, nous dit José Mourinho, merci d'être venu ici et d'avoir arbitré ce grand match. L'arbitre turc était également présent. Je me suis tourné vers lui et je lui ai dit, si un arbitre turc avait arbitré ce match, cela aurait été un désastre. Voilà ce
Ce qui est pas mal, je trouve, comme solution. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis. Est-ce que le mieux, c'est le dialogue, comme je vous l'ai dit, travailler en soum-soum. Ensuite, il y a ce côté-là, peut-être un arbitrage différent, voilà, étranger, voilà, qui aurait peut-être pas, il y aurait pas de conflit d'intérêt. Voilà, si on prend un arbitrage espagnol ou un arbitrage allemand ou peu importe, anglais, j'en sais rien. Voilà, anglais, ça serait bien. Voilà, anglais, comme ça joue bien. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'enchaîne. Le troisième choix, le troisième chemin, ça serait, et si l'OM quittait la Ligue 1? Alors, ça vient des réseaux sociaux, les supporters qui étaient un petit peu véhéments. On avait entendu parler de quitter la Ligue 1 et d'aller en Super League. C'est même Pablo Longoria qui en a parlé. Bon, il a dit sous le coup de la colère, parce que n'oublions pas, au début, quand on parlait de Super League, McCourt, il avait dit non, moi je ne veux pas aller dans la Super League, ça me convient pas. Et Longoria avait répondu la même chose par 2 fois dans les conférences de presse. Donc on va rester sur ça. Imaginons quand même, c'est un scénario probable. Je l'ai mis en troisième. On va lire un petit peu ça. Et si l'OM changeait de championnat, lassé des décisions arbitrales de plus en plus controversées chaque week-end, et si l'OM se laissait tenter à un départ du championnat de France pour rejoindre un championnat européen concurrent? Un gros casse-tête administratif. Pour qu'une telle situation puisse se produire, l'OM devrait obtenir l'accord de la FIFA et de l'UEFA, mais devrait également trouver une ligue d'accueil prête à accepter un nouveau club. Et oui, parce que si on va en Serie A, qui sont 18, si je me trompe pas, dites-moi s'ils sont 20, je me rappelle plus, mais imaginons ils sont 18, allez, en Bundesliga ils sont 18, ça c'est sûr. Imaginons on va en Bundesliga, je préfère aller en Serie A, mais bon, on va en Bundesliga, il y a 18 clubs, ils vont pas éjecter un club pour mettre l'OM. À moins qu'il y ait plus de descente cette année-là, je sais pas comment on peut s'arranger, mais en tout cas c'est un scénario peu probable. Mais on imagine la chose. Un dossier très compliqué où il ne sera donc évidemment pas facile d'obtenir l'accord de toutes les parties. Et je suis d'accord, ça sera compliqué. Autre chose à dire, un moyen de faire pression sur la LFP. Ça, on peut faire pression sur la Ligue. Parce que n'oublions pas, l'OM est le club le plus reconnu, le plus supporté en France. Et de loin. Et oui, c'est le club le plus clivant. Je parle pas de l'autre club État. Je parle même pas. Il fait pas partie pour moi du contexte de la Ligue. Vous voyez ce que je veux dire? Je parle du Qatar. La Ligue et l'arbitrage français n'écoutent pas assez l'OM. En témoigne la lettre restée sans réponse avant le match face à Auxerre, j'en ai parlé. Menacer la LFP d'un départ de Ligue 1 semble être un gros moyen de pression étant donné le nombre de suiveurs du club phocéen ainsi que les difficultés de la LFP à valoriser son propre championnat. Ça aussi, ça vient en lien avec ce que je viens de dire. L'exemple récent du Real Madrid, victime de décisions arbitrales douteuses lors des derniers matchs, le Real Madrid envisage de quitter la Liga selon le média espagnol Sport. Comme en Ligue 1, le contexte lié à l'arbitrage est très tendu et comme l'OM, le club madrilène réclame un système arbitral restructuré avec plus de transparence. Voilà les solutions que je vous propose. Maintenant, réagissez dans les commentaires avec respect. Voilà, ne me prenez pas la tête, chacun a une opinion différente. Si vous n'appréciez pas mon avis, vous mettez un dislike. Si vous appréciez mon avis, vous mettez un like. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Je n'ai plus à vous mettre... Merde, je trouve plus les boutons. Ah, j'ai plus le bouton. C'est pas grave. Donc j'enchaîne. Avec maintenant l'avis des supporters. Je vais pas tout vous lire, mais les supporters en majorité soutiennent quand même Longoria. Est-ce que vous soutenez, vous, de votre côté? Donc ils soutiennent. Il y en a certains qui sont avec un avis un peu plus neutre et d'autres qui sont avec un avis plus énervé à l'encontre de Longoria. De la façon de dire, ils affichent l'OM, il nous fait honte, ici et là. Voilà. Donc il y a tous les sens d'avis différents, les opinions différentes. Et c'est ça qui fait la beauté des supporterismes. Voilà, c'est ça qui fait la beauté du supporterisme. J'avais une autre question à vous poser. Voilà, je vais aller très rapidement parce que ça fait 48 minutes de vidéo. Donc avant de faire ce sujet-là, donc je vous montre vite fait le classement. Il y a Marseille-Nantes. N'oubliez pas, je vais vous faire soit un live, soit une vidéo avec une personne de Nantes. Alors c'est un journaliste si je me trompe pas. Donc on va se faire ça bien comme il faut. On va passer un bon moment, j'espère, que ce soit en vidéo ou en live. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous préférez live ou vidéo de votre côté. Donc je vous montre le classement. L'OM est bien sûr à 13 points maintenant avec les Parisiens qui s'échappent. Et les Monégasques et les Niçois et Lillois qui sont toujours à 6 points. Voilà, donc les trois joueurs. Les trois équipes concurrentes, on va dire, ils sont en 6 points maintenant. Avec Monaco 5e, 40 points. Lille 41 points, donc 5 points de retard. Et Nice à 3 points de nous. Les Nantais sont très loin au classement. Mais les Nantais viennent de gagner leur dernier match. 3-1 contre eux, je me souviens plus de qui. Mais c'est pas grave. En tout cas, ils ont gagné leur dernier match. Ils sont en pleine confiance. Et on en parlera quand ça sera le moment. La dernière compo de l'OM, c'est celle-ci. Donc un 3-4-2-1 habituel depuis le match contre Lens, après le match contre Auxerre. Et justement, après le match contre Auxerre qu'on avait perdu au Vélodrome 3-1, je vous demande maintenant, après le match contre Auxerre qu'on a perdu 3-0, il y a eu un début de crise, parce que c'est un début de crise. La défaite, plus les déclats de Longoria et tout ce qui va se passer maintenant avec les sanctions qui vont arriver. Est-ce qu'il ne faudrait pas imaginer, pourquoi pas, un rechangement de système? Voilà, là on est en 3-4-2-1. Un rechangement de système, c'est-à-dire repasser à 4 derrière par exemple, ou je ne sais pas quel système vous voulez voir. N'hésitez pas à répondre à cette question.
Je vous en propose 2 différents, avec 2 compos différentes. Alors, ne me prenez pas la tête de me dire, ouais, pourquoi t'as enlevé ci, pourquoi t'as enlevé... Vous me dites juste par rapport à la compo, voilà, ce que vous préfériez, vous, de votre côté. Est-ce qu'on reste avec ce système-là qu'on a depuis le match contre Lens, ça fait 2 mois environ, si je ne me trompe pas de durée, et qui nous convient sur pratiquement tous les matchs? Alors, je ne dis pas que c'est obligatoire de changer de système, c'est juste une question que je me pose. Ça fait qu'un match qu'on a pris une branlée comme ça. Le match d'avant, on avait gagné largement contre Saint-Etienne. Donc, c'est pas en un match que tout doit être changé comme ça directement. Mais je vous pose la question quand même, il y a des joueurs qui sont en difficulté. Et je vais vous montrer justement la compo. Donc le 4-3-3, voilà, premier 4-3-3. Alors je mets Roulis au gardien, bien sûr, c'est notre meilleur joueur dans cette poste-là. Je mets, alors, Merlin gauche, Dedici à droite. Pourquoi? Parce que Murillo, je le passerai dans l'axe. Et si je n'ai pas un latéral droit, eh ben je mettrai Palirola. Je vais mettre Dedici à droite, donc à son poste préférentiel. Certes, c'est un joueur offensif, mais je le mets en latéral droit. Il pourra jouer l'attaque quand il montera devant pour dédoubler avec Greenwood devant, je parle. Merlin à gauche. Merlin, même système que Dedici. Alors pourquoi à gauche? Pour qu'il revienne peut-être mieux en forme, dans un poste qui lui conviendra plus, à faire moins d'efforts sur tout le couloir. Comme je vous l'ai dit, il manque un peu de coffre à mon goût. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il manque de lucidité dans les derniers gestes. Et je le mettrai peut-être avec l'automatisme qu'il avait en début de saison avec Enrique, qui repasse côté gauche. Donc on aurait l'automatisme, Enrique et Merlin qui revient. On a Dedici qui serait titulaire, Murillo dans l'axe à côté de Balerdi. Pourquoi Murillo? Parce que bien sûr on n'a pas de Kondogbia. Enfin, Kondogbia revient de blessure, il n'est pas terrible, donc je ne le mets pas sur la compo. Et on n'a pas de Cornelius qui est suspendu. Donc on n'a que Murillo comme solution en défense centrale à côté de Balerdi qui revient de suspension. Højbjerg en point de basse. Alors, vous pouvez mettre Rongier où vous voulez, je m'en fous. Mais en tout cas, je mets ce milieu à 3. Højbjerg, Bennacer et Rabiot. Enrique devant, Greenwood à droite et Guiri dans l'axe. Est-ce que vous préférez cette compo-là, la compo qu'on avait en 3-4-2-1, ou la compo que je vous montre maintenant, 4-2-3-1, avec le retour d'un joueur qui n'est plus là depuis très longtemps et le match contre les Puputes, c'est Amin Harit. Et oui, il est dans le groupe. Il était dans le groupe lors du dernier match contre Auxerre. Donc, un 4-2-3-1 avec la défense, c'est la même. Donc, je ne vais pas vous la citer. Dedici à droite, Merlin à gauche, Balerdi, Murillo. Roulis au gardien, bien sûr. Bennacer devant la défense avec Højbjerg. Donc là, c'est plutôt une belle paire. Ouais, une belle paire de Krones comme on a actuellement. Ensuite, on a à droite Greenwood, à gauche Enrique, ça ne bouge pas, et Guiri dans l'axe. Et bien sûr, dans l'axe, devant, pardon, et bien sûr dans l'axe, on a Amin Harit. Alors n'oublions pas, alors je reviens pour l'entente entre Merlin et Enrique, sur le côté gauche, qui convenait au début de saison. Mais il y a aussi, au début de saison, une entente qu'on ne voit plus, puisqu'il ne joue plus, c'est Amin Harit, Greenwood. Est-ce que ça serait pas un bon move de faire un retour d'Amin Harit dans un système de ce domaine-là? Allez, je vous pose la question. N'hésitez pas à proposer la vote de compos dans les commentaires. Et je pense avoir tout abordé avec vous. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. C'est presque 1 heure de vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Si je fais un live ce soir, peut-être ça sera très tard parce que je vais manger ailleurs. Et sinon, je vous souhaite de passer une excellente journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo, prochain live. Vive le foot chez Savage Foot. Et surtout, je ne peux pas mettre d'alerte de fin de vidéo. Allez l'OM!